Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent Bonaparte, d'Alain Castelot, première partie, lue par Hervé Lavigne. Quel roman que ma vie! Napoléon. Nabulio. C'est à ma mère que je dois ma fortune et tout ce que j'ai fait de bien. Napoléon. Le 9 mai 1769, une jeune femme âgée de 19 ans, belle comme les amours, mêlée à une centaine de patriotes corses, marche soutenue par son mari qui l'aide à gravir les sentiers du Monte Rotondo, où, sous ses pas, roulent les pierres. Elle fuit les troupes françaises victorieuses et on l'entend répéter « Il sera le vengeur de la Corse ». C'est de son fils dont elle veut parler. Ce fils qui n'est pas encore né, mais la fugitive ne doute pas qu'elle mettra au monde un garçon, ce fils qui, durant toute cette affreuse retraite, s'agite violemment en elle. Louis XV, moyennant quelques millions, a acheté le 15 mai de l'année précédente à la République de Gênes ses droits sur la Corse. Le 15 août, un an, jour pour jour, avant la naissance de Napoléon, le roi a proclamé la réunion de l'île à la France. Demeurait le principal. Conquérir l'acquisition, car les Corses, bien sûr, ne se montraient point d'accord. Appartenant théoriquement aux Génois, ils se trouvaient quasiment libres. Devenus sujets du roi de France, sans qu'on leur eût demandé leur avis, une manière de corde leur était passée au cou. Le patriote Paoli, on l'appelait la Babo, avait convoqué une assemblée de communes corses à Corté. L'un des délégués, membre de la petite noblesse de l'île, y avait prononcé un discours violent contre les derniers envahisseurs et appelé la Corse aux armes. Il se nommait Carlo Maria Buonaparte, et le nom de cette famille de petits hobereaux corses, de lointaine origine toscane et génoise, entrait ce jour-là dans l'histoire. Carlo Maria était un homme intelligent, brillant même, mais léger, versatile, joueur, libertin, follement dépensier, alors que les ressources du ménage étaient absolument squelettiques. Intrigant surtout. Que ne ferait pas ce quémandeur infatigable pour obtenir place et pension? Ne se laissant rebuter par aucune rebuffade, souriant, sûr de lui, il campait avec aplomb, fatuité et élégance dans l'antichambre des gens en place et refusait de s'en aller avant d'avoir été entendu. Son éloquence se montrait d'ailleurs à droite et, au lendemain de la mainmise de la France sur l'île, jouant la carte paoliste, ses discours enflammaient l'auditoire. « Vaillante jeunesse !» disait-il devant les représentants des communes réunies par Paoli. « Voici le moment décisif. Si nous ne triomphons de la tempête qui nous menace, c'en est fait tout à la fois de notre nom et de notre gloire. Nous qui combattons pour nos propres intérêts, pour nos personnes, pour nos enfants, nous qui avons la gloire de nos pères à défendre, pourrions-nous balancer un moment à exposer notre vie ?» Paoli avait pour finir lancé sa protestation solennelle contre le débarquement des troupes de Louis XV. La guerre déclarée, le roi avait envoyé une expédition pour prendre possession de la Corse. Elle avait été battue et les survivants jetés à la mer. « Cette petite île étonnera le monde », s'était exclamé Jean-Jacques Rousseau avec admiration. Mais le 9 mai, les patriotes corses commandés par Pasquale et Paoli étaient vaincus à Ponte Nuovo. Louis XV avait, en effet, mis le poids nécessaire en expédiant dans l'île 22 000 hommes, à la tête desquels avait été placé le comte de Vaux. Seule une centaine de vaincus avaient pu échapper au désastre et se replier vers le Monte Rotondo. Parmi eux, Carlo Maria et sa femme, née Letizia Ramolino. Famille de très petite noblesse, d'ascendance elle aussi italienne. Il l'avait épousée le 2 juin 1764, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Aujourd'hui, ce 9 mai 1769,
il la soutient avec tendresse, tandis qu'elle répète « Il sera le vengeur de la Corse ». Et la jolie Laetitia, la petite merveille au profil grec, monte sans se plaindre les flancs abrupts de la montagne. Napoléon le dira. Les pertes, les privations, les fatigues, elle supportait tout, bravait tout. C'était une tête d'homme sur un corps de femme, une femme des montagnes de Corse. Sous un violent orage, à travers la montagne, le petit groupe de patriotes peine et s'épuise. Les fugitifs s'engouffrent enfin dans une grotte. Elle existe toujours et on l'appelle encore la grotte des réfugiés. C'est là que Carlo Maria Buonaparte recevra les émissaires du comte de Vaux venus proposer la paix. Toute résistance est désormais inutile. Et l'empereur pourra dire un jour « Je naquis alors que la patrie périssait ». La Corse accepte ses nouveaux maîtres. Aussi, Carlo Maria et Laetitia, cessant de jouer aux patriotes Robinson, regagnent-ils leur grande maison d'Ajaccio, un gros cube couvert d'un crépi jaune qui se dresse dans la Strada Malherbe, rue de la Mauvaise Herbe, la bien nommée, paraît-il. Ils occupent le rez-de-chaussée et le premier étage, qui sont alors meublés infiniment moins somptueusement qu'aujourd'hui. La belle galerie, qui surprend les visiteurs de notre temps, n'existe pas encore. De même, la petite place plantée d'arbres ne sera aménagée devant la maison que sous le consulat. Au second demeurent quelques-uns des innombrables cousins du clan, les Pozzo di Borgo. De ce voisinage naît une brouille, pour ne pas dire une vendetta, entre les deux familles. Un jour, en ces temps de voirie élémentaire, une des dames Pozzo, ayant jeté par la fenêtre le contenu d'un pot de chambre, celui-ci tombe malencontreusement sur Madame Laetitia. L'affaire est portée devant la justice, les Buonaparte étant passés maîtres dans l'art de la chicane, et la robe souillée doit être remboursée. Charles, maintenant inscrit au barreau d'Ajaccio, il a francisé son prénom, s'est mis au service des Français, avec peut-être trop de platitude. Le maquisard s'est métamorphosé en courtisan, et l'on ironise. Le Buonaparte se met du bon parti. Son fils le jugera sévèrement plus tard, et lui reprochera d'avoir abandonné Paoli. Jamais je ne pardonnerai à mon père, qui a été son adjudant, d'avoir concouru à la réunion de la Corse à la France. Il aurait dû suivre sa fortune et succomber avec lui. Laetitia est-elle de cet avis? Approuve-t-elle l'esprit collaborationniste de son mari? Ma mère, dira Napoléon, au moment de la conquête était, comme tout le monde, très montée contre les Français. Elle voulait accoucher dans une caverne. Luciano, le pittoresque vieil oncle, archidiacre de la cathédrale d'Ajaccio, fera comprendre à sa nièce que l'époque de la résistance était révolue. Et peut-être M. de Marbeuf, gouverneur de l'île, ne fut pas étranger à ce revirement. Le marquis général de Marbeuf aurait été, selon certains, l'amant de Madame Laetitia. Et ce n'est peut-être pas impossible. Devant les infidélités de son mari, la Madré n'avait-elle pas toutes les excuses du monde pour se laisser aller dans les bras du galant gentilhomme français? Il est urgent que tu ôtes le portrait de Marbeuf du salon, écrira Napoléon à son frère Joseph en 1790. Et il ajoutera même « Enlève aussi le portrait de maman ». Des mauvaises langues ont été jusqu'à affirmer que le gouverneur était le père du futur empereur. Napoléon, lui-même, aurait eu des doutes. « D'où viennent mes talents militaires ?» dira-t-il un jour. « Les Buonaparte étaient avocats ou magistrats. On a prétendu que, en réalité, je serais issu d'un général. Cette hérédité pourrait tout expliquer. » L'hypothèse devient infiniment moins probable lorsqu'on se penche sur les dates. Napoléon a été conçu au mois de novembre 1768. Sans doute, le gouverneur connaissait-il déjà les Buonaparte et à son arrivée à Ajaccio, avait-il comblé Charles de prévenance. Mais la Corse se trouvait alors en pleine insurrection. Marbeuf résidait à Ajaccio, s'affichait avec une dame de Varese, tandis que les Buonaparte demeuraient près de Corte, en zone paoliste, chez l'oncle de Laetitia, Tommaso Arrighi di Casanova. Si la mère de l'empereur a eu des bontés pour le marquis de Marbeuf,
et ici on ne peut rien affirmer, elles n'ont vraisemblablement existé que bien plus tard.